Bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, émission Alléluia spéciale. Situation à l'Est, débat na plateau, baza ko discuter ko pesa ba idée, oyo nyonso ezoleka na complot international. Alors, bandeko, situation à niveau international mawato. Ozomona un groupe mo ba vandi pena don ozo kapena ba vandi ni maso. Bandeko bazolo baku. To changer même langage. Yako benga ka batu oyo rebelle M23 baza pena armée rwandaise balati elamba wana. Alors ce qui se passe chez nous bazo jouer na ba mot na ba jeu na ba parce communauté internationale so ba yebisi kaka Kagame ke ba lelo tika rapport ebimi. Et pourquoi bazo ndima rapport wana ti que armée rwandaise bazo bundana bango yaoni ebimi. Alors yango ndeza centre débat na makambo nyonso bandeko toza devant un fait oyo ozomona pena ke mobulu ozomona. Alors pays na biso bakotikala kokabula yango te boyoka bandeko nde bazoloba avec patriotisme pe mosupe bazoloba wa vérité balobi ke bango nde bamonaki armée na biso faible bamosupe balobi ndenge nini armée na biso bazoconsidere nde eza koavance. En réalité so otali bandeko tokolonga tozala oyo balobaka patriotisme mpona mboka tolinga mboka. Alors lelo mpenza ngala koloba mingi ti tokoyoka débat après na suka na ko intervenir tomeka ko analyser débat wana na émission na biso pas ça chauffe batebeli ozoka musuka tuna ba question donc na dialogue wana bazo tuna do na kincha do ezaki moto pene yo kepeli na plateau balobi me bango ba américain wana bapekisaki bango balobi kaka bamusuwa lobi te bango baoloba kaka me fale babenga même na téléphone. Alors hypocrisie eza na kati bakonzi bazwa bamesure mo nécessaire to défendre mboka. Bajeune congolais tolandaki biso nyonso président de la république biso nyonso totelema bajeune 18 ans 20 kende rejoindre FARDC bakonzi babongisi mbongo mpona kofuta mpona yango. Toutes les provinces nyonso mobilisation. Alors bandeko tolanda débat ma kangi masolo nyonso à est bon to continuer mission na biso ça chauffe. Bonsoir. Le Kenya a annoncé mercredi 2 novembre le déploiement de ses militaires pour pacifier l'est de la RDC en proie aux rébellions et autres groupes armés. Ce déploiement a été approuvé en juin dernier à l'issue d'un sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est à Nairobi. Le président kenyan s'insurge contre les groupes armés qui, selon lui, entravent le développement économique à travers la région de l'Est de la RDC. De leur côté, les États-Unis d'Amérique ont pour la première fois appelé clairement l'armée rwandaise à cesser tout soutien à la rébellion du M23. L'administration américaine, par la voix de Robert Wood, son représentant alternatif pour les affaires politiques spéciales, a lancé cet appel lors de la réunion du Conseil de sécurité mercredi 26 octobre à New York sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Mardi 1er novembre, le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a appelé à une désescalade urgente dans l'est de la RDC où les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 continuent. L'ONU s'inquiète de la résurgence des combats entre les FARDC et les rebelles du M23
qui ont déplacé en 11 jours quelques 50 000 personnes dans l'est du pays. Quelle lecture faire de toutes ces initiatives pour la pacification de l'est de la RDC? Nous en parlons ce soir avec le professeur Alphonse Maindo. Il est docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Alphonse Maindo, bonsoir. Bonsoir, madame. Professeur Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et Université catholique Graben de Butembo. Professeur Augustin Mouessi, bonsoir. Bonsoir. Et Eliora Insler, coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu. Eliora Insler, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit, le Kenya a annoncé hier, mercredi 2 novembre, le déploiement de ses militaires pour pacifier l'est de la RDC en proie aux rébellions et autres groupes armés. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique ont pour la première fois appelé clairement l'armée rwandaise a cessé tout soutien à la rébellion du M23. L'administration américaine, par l'entremise de l'ambassadeur Robert Wood, a donné sa position lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation dans la région des Grands Lacs le mercredi 26 octobre à New York. Grâce à Mzati pour d'autres détails. Tout en déplorant la situation sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs, les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs attaques contre les populations vulnérables de la République démocratique du Congo et les acteurs étatiques comme l'armée rwandaise de cesser son appui aux rebelles du M23. Du haut de la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, le diplomate américain Robert Wood, représentant alternatif pour les affaires politiques spéciales, a déclaré, je cite, « Ces violences sont inacceptables et les États-Unis exigent des groupes armés qu'ils mettent fin à leurs attaques contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à cesser de soutenir ces groupes, notamment l'aide apportée par les forces de défense rwandaises au M23. » Fin de citation. La RDC et la région des Grands Lacs méritent l'attention et l'appui complet des États-Unis, a dit le diplomate Robert Wood. Faisant allusion aux manifestations violentes anti-MONUSCO organisées il y a quelques mois dans des villes de l'Est de la RDC, l'administration américaine invite les autorités congolaises à travailler avec la mission onusienne pour un retrait graduel et responsable. Pour les États-Unis, la MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix dans l'Est de la RDC. Personne ne plaide en faveur d'une présence permanente de la MONUSCO en RDC. Mais elle sert un objectif important qui rejoint les intérêts de la région des Grands Lacs dans son ensemble, protéger les civils, perturber les réseaux illicites et contribuer à stabiliser les institutions de gouvernance et de sécurité, a indiqué le diplomate américain. Poursuivant sa déclaration, les délégués des États-Unis ont noté que les États de la région ont déployé des troupes pour faire face à l'insécurité croissante dans l'Est de la RDC, jugeant impératif que celle-ci n'aggrave pas une situation déjà tendue. À ce titre, nous demandons aux dirigeants régionaux de veiller à ce que les forces bilatérales et multilatérales respectent les droits humains, donnent la priorité à la sécurité des civils et s'abstiennent de toute activité illicite telle que l'extraction des ressources naturelles. Il est tout aussi essentiel qu'ils se coordonnent avec les forces armées de la RDC, la MONUSCO, les organismes humanitaires des Nations Unies et les organisations non gouvernementales et qu'ils complètent leur travail important, a-t-il déclaré. Merci Grassa Mzati pour tous ces détails. Professeur Alphonse Maindo, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Encore des appels, des initiatives pour la pacification de l'Est de la RDC. Comment vous analysez tous ces appels pour une désescalade urgente dans l'Est de la République démocratique du Congo où les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 continuent? Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut saluer déjà toutes ces initiatives qui montrent que le monde, la communauté internationale n'est pas totalement indifférente à ce qui se passe en RDC, contrairement à une opinion qui est fort répandue qu'on ne s'occupe pas des affaires du Congo. Et donc c'est plutôt bon signe. Mais même si c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et en même temps, il y a un manque notable de coordination de ces différentes initiatives. Et ce qui fait que finalement, on a beaucoup d'initiatives qui se multiplient sur le terrain, et y compris aussi sur le terrain diplomatique, et sans qu'il y ait une véritable coordination. Et finalement, ça peut être même contre-productif. C'est ce qu'on constate, que finalement, les résultats sur le terrain, il n'est pas là. Parce que chacun vient avec ses propres logiques d'intervention. On aurait pu imaginer, par exemple,
que les initiatives des États d'Afrique de l'Est puissent se coordonner avec la MONUSCO ou la brigade, en tout cas, d'intervention de la MONUSCO qui est là, etc. Donc, on ne voit pas ça. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a simplement, on a des interventions de chaque État de cette entité qui va intervenir chacun dans une zone particulière. Le Soudan là-bas, l'Ouganda de l'autre côté, le Kenya là-bas et le Burundi de l'autre. Voyez-vous, il n'y a pas une coordination et les FRDC dans tout ça, quel rôle vont-ils jouer? Donc il y a un sérieux problème de coordination. Et donc, mais deuxième chose... Ces armées de l'EIC, la force de l'EIC viendra en renfort au FRDC, professeur Alphonse Mahindo. C'est pas que les FRDC vont croiser les bras. Mais écoutez, les viendront en renfort au FRDC, mais quand j'écoute, c'est que c'est le Kenya qui va prendre le commandement de cette force. Ce n'est pas les FRDC. Donc les FRDC viendront plutôt en appui, si vous voulez, en complément à ça. Ça, c'est très important. Lorsque l'on dit que le commandement sera donc un commandement kenyan, donc ça signifie que les FRDC ne sont pas les vrais maîtres du jeu. Donc il y a là un problème. Et même lorsqu'on parle de commandement kenyan, mais dans quelle mesure les Kenyans vont-ils commander les troupes ougandaises qui sont déjà sur le terrain là-bas? Dans quelle mesure le commandant kenyan va aller donner des ordres aux Burundais? Qui, je rappelle, chacune de ces nations intervient là-bas pour ses propres intérêts. Et c'est pour ça que les choix même des sites où ils interviennent est tout à fait cohérent avec leurs intérêts stratégiques. Ils viennent pas d'abord pour nos intérêts à nous. Donc il faut qu'on ait ça à l'esprit. Le deuxième élément que je voulais faire après avoir salué ces initiatives et souligné le manque de coordination, c'est que nous devons changer aussi des narratifs. Et nous parlons tout le temps des rebelles du M23. Mais écoutez, vous savez, lorsque vous désignez pas correctement les mâles par le mot qui convient, vous risquez de ne pas donner les bons diagnostics et donc pas les bons traitements. Quand des bandits attaquent votre demeure la nuit, vous n'allez pas dire que j'ai des visiteurs à la maison. Vous allez dire qu'il y a des voleurs chez moi à la maison. Et comme ça, on peut mobiliser les moyens nécessaires contre ces voleurs, contre la police en question. Donc, par la police, si vous voulez. Or, ce que nous voyons aujourd'hui en RDC et depuis plus de 25 ans, c'est que c'est des politiques d'État. Ce sont des interventionnismes des États que nous avons là. Et que c'est les troupes de ces États-là qui viennent et quelquefois, ils prennent en avant, ils mettent quelques Congolais devant pour des pantins congolais, pour congoliser un peu l'histoire, pour colorer ça. Mais donc, il faut vraiment, parce que c'est pas des rebelles. Les rebelles, ça signifie que c'est des gens, des citoyens qui sont pas contents de la gestion de leur pays. Alors après, on peut négocier avec eux ou l'armée nationale va essayer de les mettre hors d'état de nuire. Or, ce n'est pas le cas ici. C'est vraiment des interventions des États voisins. C'est des agressions. Donc c'est important de pouvoir désigner. Le gouvernement congolais a déjà désigné officiellement le Rwandais comme étant appris de ce mouvement M23 qui a pris les armes dans le Nord Kivu. Mais aussi il y a les États-Unis qui pour la première fois aussi viennent de citer clairement l'armée rwandaise et lui demander de cesser tout soutien à la rébellion du M23. Vous pensez que le fait pour les États-Unis de citer nommément l'armée rwandaise, ça pourrait avoir un impact sur le terrain? Bon, alors, j'insiste beaucoup. Le fait de dire qu'il y a des soutiens du Rwanda au M23 ne veut pas dire que c'est le Rwanda qui intervient. Voyez-vous, soutenir un groupe armé, ça peut être que vous apportez simplement du soutien idéologique et diplomatique ou vous leur donnez des armes, que vous ne vous battez pas là-bas. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il faut désigner les mâles par les mots propres pour ça. Mais je pense que le fait de dire que les États-Unis se prononcent pour dire, voilà, il faut cesser ce soutien-là, ne va pas changer grand-chose sur le terrain. Puisque le seul langage que ces gens pourraient comprendre, c'est ce qui est arrivé en 2012. En 2012, qu'est-ce qui est arrivé? Le président américain, il a pris son téléphone, il a appelé le président rwandais et il lui a dit clairement d'arrêter d'intervenir au Congo. S'il n'arrêtait pas, il y aurait des sanctions contre lui et les gens de son régime. Et vous connaissez la suite. Donc c'est cela qu'il faut
Pas simplement dire qu'il faut arrêter le soutien. Il faut des sanctions pour faire ça. Il faut des menaces de sanctions. Si on est dans les intentions. Et là, quand on regarde, on a renvoyé pratiquement dos à dos la RDC et le Rwanda. Puisqu'on dit quoi dans le même message? On dit que le Congo aussi doit cesser de collaborer avec les FDLR. Donc ça signifie que c'est en fait le Rwanda serait donc légitime d'appuyer les M23 parce que le Congo est en train d'appuyer les FDLR. Voyez-vous? Donc il faut qu'on arrive clairement à changer notre narratif et à obtenir qu'il y ait des vraies sanctions. Professeur Augustin Mwesi, professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et l'Université catholique Graben de Butembo. Votre analyse sur tous ces appels pour la pacification de l'Est de la RDC. Oui, je crois que ce qui est en train de se passer fait partie des outputs ou des réponses que la communauté internationale essaye d'apporter à ce qui justement à la demande de la RDC et de la sous-région, une demande caractérisée par le souci de voir la paix revenir dans la sous-région des Grands Lacs et notamment de façon particulière à l'est de la RDC. Donc on dirait que la reprise des hostilités à l'est de la RDC a tellement permis à la communauté internationale de pouvoir inscrire à l'agenda, n'est-ce pas, cette question de pacification et de sécurisation de l'Est de la RDC. Et donc, en vouloir réagir, en vouloir répondre justement à cette demande, il y a comme une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre en fait, où tous les acteurs semblent plus ou moins d'accord qu'il faut pouvoir aider la RDC à retrouver la paix, même si évidemment les approches que les uns et les autres proposent contiennent quand même renferment toute une série de contradictions et même si également aussi le diagnostic n'est pas fait de la même manière par rapport à ce qui se passe, notamment ce qui concerne la qualification des belligérants et l'identification des vrais acteurs et le rôle qu'ils essaient de jouer dans ce qui se passe dans la sous-région. Professeur Augustin Mwesi, malgré toutes les condamnations de la communauté internationale, toutes les inquiétudes soulevées par les humanitaires sur la situation sur terrain dans le Kivu par rapport à tous ces groupes armés qui poussent la population à fuir leur milieu, on a l'impression que malgré tout, il y a toujours pas de changement sur terrain. Est-ce que ça veut dire que ces appels ou cette implication n'est pas forte, l'implication de la communauté internationale est faible pour pousser vraiment ces groupes armés ou ces rebelles à déposer des armes? Oui, en fait, lorsqu'on doit évaluer l'implication de la communauté internationale, on va se rendre compte qu'elle est bien présente en RDC à travers la MONUSCO qui essaie de faire ce qu'elle peut, mais dont les résultats sont largement critiqués. Mais en même temps, il faut dire qu'au-delà des efforts que cette communauté internationale essaie de faire, il faut y ajouter justement l'intervention des États, des États de la communauté économique d'Afrique de l'Est qui vient effectivement renforcer cette intervention, ce qui se passe, ce que la communauté internationale compte faire au niveau de l'Est de la RDC. Mais au-delà des critiques qu'on peut faire par rapport à ce que la communauté internationale lance comme appel et essaie de mettre en place comme solution, notamment à travers la MONUSCO et d'autres mécanismes chargés justement d'amener les États de la région à pouvoir vivre en harmonie, en fait, il se pose un problème aussi de l'effort qui doit être fourni par la RDC, parce que comme vous le savez, en fait, comme tout le monde le sait, l'effort de la communauté internationale vient en appui de ce que la RDC essaie de mettre en place, parce qu'il appartient à la RDC de sécuriser son territoire, de contrôler son territoire. Et c'est à ce niveau, justement, lorsqu'on regarde ce que la RDC essaie de mettre en place, qu'on débouche sur, en fait, un paradoxe, au-delà du fait que il y a effectivement beaucoup d'efforts, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes
qui doivent être prises en compte par les Congos. Je prends par exemple le programme qui consiste à démobiliser les ex-combattants. Il est certain qu'au-delà de l'intégration de la force régionale qui va venir compléter après ce que fait le gouvernement congolais, que ces problèmes, s'il n'est pas pris en compte, il va rattraper la RDC, il va fragiliser tout ce que effectivement la communauté internationale va essayer de faire. Donc je crois qu'il y a une série de problèmes, beaucoup de points qui doivent être pris en compte au même moment que la communauté internationale revient à force, n'est-ce pas, en RDC pour essayer d'aider à trouver une solution à ce qui se passe, notamment à la question de la sécurité devenue grandissante et récurrente à l'est de la RDC. Le professeur Alphonse Mahindo a dénoncé le manque de coordination, que ce soit sur le terrain militaire ou terrain diplomatique. Est-ce que cela pourrait être à la base du non-résultat positif de tout ce qui s'est fait pour pacifier cette partie du pays? Effectivement, lorsqu'on attend les différents acteurs s'exprimer, on a l'impression que c'est chacun qui propose en fait son approche. Mais je crois que au-delà justement de divergences qu'on peut retrouver dans ce que les uns et les autres proposent, je suis personnellement en train de noter que tous les acteurs au niveau international plaident en faveur, n'est-ce pas, du retour de la paix et essaie d'insister effectivement sur le fait que le Rwanda devrait cesser tout soutien, n'est-ce pas, au rebelle du M23. Évidemment, ça sont les États-Unis qui l'ont dit. Mais en même temps, on sait, tous les acteurs essaient d'insister sur le dialogue et donc le processus politique. Et je suis tenté de dire que ces dialogues, c'est quand même, ça me semble être un point d'union sur lesquels beaucoup d'acteurs au niveau international semblent insister. Et je me dis déjà que le fait qu'il y ait une diplomatie qui soit activée et qui fait en sorte que désormais il y a le président angolais qui est en mouvement, en tout cas qui est impliqué, ainsi que l'Union africaine. Je suis tenté donc de dire que là, on est en train effectivement de donner une chance au dialogue, même si évidemment il faut encore discuter sur les contenus qu'il faut donner à ces dialogues, mais aussi en format. Et j'ai dû suivre aussi le ministre congolais des Affaires étrangères qui disait effectivement que la RDC ne serait pas opposée à un dialogue, mais à condition que les intégrité du territoire de la RDC soient respectées. Et donc moi j'ai comme l'impression que les résultats de tout ce qui est en train de se faire, de ces balais diplomatiques et de ces prises de position, pourront consister, par exemple, à voir effectivement le front n'est plus beaucoup évolué, peut-être à observer une sorte de statu quo, et pourquoi pas peut-être obtenir, n'est-ce pas, le retrait progressif du M23, mais en contrepartie, j'ai la faiblesse de croire qu'il va y avoir effectivement un dialogue dont le format sera effectivement précisé, ainsi que l'agenda. Eliora Hensler, coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu, le Kenya a annoncé mercredi 2 novembre le déploiement de ses militaires pour pacifier l'est de la RDC. Est-ce une bonne nouvelle selon vous pour la RDC de voir arriver ces militaires kenyans pour mater ou neutraliser les rebelles du M23? Bonsoir et merci pour la question. Je pense que, premièrement, ça a été une nouvelle un peu surprenante parce que au moment où, comme vous l'avez dit, la force de l'EAC avait été annoncée en juin, il y avait eu peu de clarté sur les échéances et les calendriers. On avait entendu que ça allait venir de la part des forces kenyanes, mais ensuite on a vu que les officiers qui étaient au commandement, qui étaient stationnés à Goma, avaient été retirés. Et il y avait ce doute de dire avec le nouveau commandement à la tête du Kenya, avec Ruto, est-ce que il aura le même intérêt que Kenyatta
de participer dans le cadre de l'EAC. En plus de ça, il y avait la question des financements, c'est-à-dire que toutes les forces qui interviennent dans l'EAC étaient responsables de financer leurs troupes eux-mêmes et le Kenya avait cherché un financement externe pour les appuyer. Donc le fait que cette annonce soit arrivée le 2 novembre, je pense oui, était une bonne nouvelle du fait que l'EAC allait réellement être mise en place et qu'il y avait aussi un appui externe. En même temps, je pense que l'espoir que cette force à elle seule soit suffisante pour neutraliser les M23, malheureusement, est peut-être un peu prématuré parce que pour l'instant, les troupes qui sont arrivées ont été très claires sur le fait qu'ils combattraient dans cette zone le M23 et tous les autres groupes armés. Et aussi que potentiellement le premier but était de reprendre des zones qui étaient prises par les M23. C'est ce qui se dit actuellement dans les discussions stratégiques autour de leur intervention dans les EAC, c'est-à-dire que les troupes kenyanes arriveraient dans les zones où il y aurait un retrait des M23. Mais ça ne résout pas ni les revendications des M23, ni le fait qu'ils contrôlent d'autres zones où il n'y aura pas forcément une présence continue des troupes kenyanes. Donc je pense qu'en parallèle de cette intervention dans le cadre de l'EAC, ils continuent à pousser pour le dialogue. Et là, on se retrouve dans la situation qui a été évoquée par les deux interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on a plusieurs processus qui sont en cours de manière parallèle. On a des demandes différentes, même si tout le monde appelle au dialogue. On a le gouvernement congolais qui dit très clairement que même s'ils sont engagés dans des processus de paix et des processus de dialogue, ils vont pas commencer à négocier directement avec le M23. Le M23 qui continue à demander la négociation directe avec le gouvernement congolais et le Rwanda qui continue à nier le soutien direct au M23, alors que certains diplomates comme les États-Unis, comme on l'a vu, commence à le dénoncer, on n'est toujours pas à un stade où le Rwanda admet ça. Donc, malgré l'intervention de la force kenyane, je pense qu'à elle seule, il y a peu de probabilité qu'elle soit suffisante pour militairement anéantir le M23 et faire que ce soit plus un sujet. Je pense que ça va se poursuivre en parallèle avec les appels au dialogue et c'est là où on se retrouve dans cette impasse qui a été évoquée. Peut-être pas anéantir le M23, mais la présence des militaires kenyans pourrait peut-être, stopper l'avancée du M23. Je pense que au final, on est sur une question de tactique militaire et une question d'équipement, presque autant qu'on est sur une question de contingence. Les effectifs des M23 sont certainement inférieurs à ceux des FARDC. Donc, rajouter une force extérieure, je pense qu'on est obligé de se poser la question, qu'est-ce que cette force va réussir à apporter que actuellement les FARDC n'ont pas. Et les FARDC ont exprimé à plusieurs reprises qu'il y avait un problème d'équipement, d'armement, qui leur permettait pas de faire face aux attaques des M23. Mais aussi, évidemment, il y a toute la problématique de la démoralisation des troupes sur le terrain. Et il y a aussi la problématique de la stratégie militaire du M23, c'est-à-dire les M23 à partir du moment où ils ont coupé la RN2 et où maintenant, de Rugari à Rumangabo jusqu'à là où ils tiennent les positions, ils empêchent le ravitaillement des troupes par le Grand Nord, mais ils empêchent aussi l'accès à Goma. Et on a l'impression qu'ils seraient en train de bouger dans une direction nord. Est-ce que l'arrivée de troupes additionnelles va permettre de déjouer ces points clés? Et si oui, est-ce que c'est par des attaques ciblées sur des points qui sont actuellement contrôlés par les M23? Et est-ce que ça éviterait qu'ils se rabattent vers... Le réseau ne nous facilite pas la tâche, on a perdu Eliora, j'espère que ça va s'améliorer. La réalisation va s'en charger. Professeur Alphonse Maindo, il y a des auditeurs qui appellent pour donner aussi leur point de vue. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani. Il s'appelle Albert Kolombela. Albert Kolombela Bokomba depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Je salue le déploiement des militaires Kenya pour pacifier la partie est de la République. La position des États-Unis appelant clairement l'armée rwandaise à cesser tout soutien à la rébellion du M23 vient de confirmer l'hypocrisie de la communauté internationale qui ne voulait pas que nous citons les pays voisins. Les États-Unis doivent savoir que simple appel ne résout pas les problèmes sécuritaires de mon pays, car le mal est profond. Il est temps d'agir pour sauver les milliers de Congolais qui meurent et qui sont victimes de guerre dans la partie est du pays. Les dirigeants congolais doivent savoir que faire appel aux autres États ne résout pas les problèmes, car il n'y a pas d'amis dans la politique, mais plutôt des intérêts. L'Ouganda qui était venu pour nous soutenir hier devient un point d'achoppement aujourd'hui.
Le vrai problème de notre armée, c'est l'infiltration, manque d'équipement et aussi prise à charge. Professeur Alphonse Maindo. Oui, voilà. Donc, je comprends tout à fait. Je comprends parfaitement les inquiétudes. Ça pose la question fondamentale de l'externalisation de notre sécurité et de la pacification. On ne peut pas résoudre les problèmes de la sécurité et de la paix à RDC en continuant à externaliser ce travail-là pour la MONUSCO, pour le pays voisin, tout ça, et ça ne marchera jamais. La seule solution, c'est de faire la solution durable, c'est de faire une vraie réforme de notre système de défense et de sécurité pour que nous puissions avoir des forces armées en capacité de pouvoir le faire. Et n'oublions pas que les forces que nous faisons venir au Congo, là par exemple l'Ouganda et le Burundi, c'est des pays qui sont déjà impliqués dans ce qui se passe au Congo. Vous ne pouvez pas demander, excusez-moi, à quelqu'un qui a violé votre fille de pouvoir la prendre en mariage. Un homme censé ne le ferait pas parce que comment traiterait-il votre fille? Et donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Des gens qui ont violé et qui tuent nos frères et sœurs, c'est à eux que nous demandons de venir sécuriser les mêmes territoires, les mêmes personnes. C'est une absurdité que nous ne devrions pas accepter. Donc il faut faire la réforme. Je suis content que ce compatriote les souligne. Il faut arrêter cette politique d'externalisation. Parce que les accusations que l'on porte aujourd'hui à la MONUSCO ou à d'autres forces qui interviennent ici, on va les porter également à cette force qui vient compte de s'ajouter. C'est parce que les problèmes de fond demeurent. Il faut qu'on réforme. Et les autorités congolaises. Et j'allais dire que les vrais alliés du peuple congolais, c'est seulement c'est seulement le peuple congolais lui-même. Les autorités congolaises doivent savoir ça. Doivent savoir que celui qui veut vraiment les véritables alliés indéfectibles, qui ne trahira jamais, c'est la population congolaise. C'est sur elle qu'il faut s'appuyer pour défendre, pour préserver l'intégrité du territoire, pour reconstruire, pour réaffirmer la grandeur et la fierté du Congo. Et il faut s'appuyer sur ça. Ça signifie que le jour où nos dirigeants vont comprendre qu'il faut vraiment travailler pour rendre le peuple heureux, pour le faire bénéficier des richesses du pays, l'aider à défendre sa souveraineté. Et ces jours-là, voyez-vous, nous aurons un pays qui sera stable et qu'aucun pays ne pourrait venir nous malmener. Professeur Augustin Moessi, il y a Patrice Mouteroa qui nous écrit depuis Bukavu, au sud Kivu, qui pense que toutes ces initiatives ne vont pas permettre à restaurer la paix dans la partie est de la RDC. Le Congo doit compter d'abord sur ses propres efforts en mettant des moyens conséquents au sein de notre armée. Il rejoint un peu l'auditeur qui est intervenu tout à l'heure, qui nous a appelé de Kisangani. Oui, effectivement, le Congo doit compter sur ses propres efforts, mais je crois que dans le contexte actuel, l'apport de la communauté internationale et à travers la force régionale et même les autres initiatives qui sont prises par la communauté internationale, à mon avis, sont les bienvenus. Sont les bienvenus, mais ne dédouane pas la RDC de sa responsabilité de pouvoir assumer sa propre sécurité. Et je crois que si on a une bonne appropriation de ces interventions de la communauté internationale, cela peut aider la RDC à sortir de ces moments très critiques qu'il est en train de connaître. Et une bonne appropriation, à mon avis, serait synonyme de deux principales choses. C'est que, premièrement, le gouvernement congolais profite de l'occasion pour toujours essayer de réformer effectivement son système de défense et de sécurité. Et le plus urgent pour moi serait effectivement d'essayer d'échanger, d'opérer des changements au niveau des commandements opérationnels dans les zones où il y a effectivement l'insécurité. Je vois un peu la province de l'Ituri, le Nord Kivu aussi, et dans d'autres espaces, une partie du Sud Kivu. Il serait question effectivement de relever tous ces militaires qui ont fait longtemps pour essayer, n'est-ce pas, de déployer de nouvelles unités qui auraient encore le moral très haut et qui pourraient effectivement appuyer, capitaliser la présence de la force régionale. Mais en même temps, un autre problème, le deuxième défi à relever, c'est qu'effectivement,
la société civile s'approprie aussi, s'approprie un peu ce qui sera en train de faire la dynamique sous-régionale caractérisée par le déploiement de la force, n'est-ce pas, régionale. Mais le problème, pour que la société civile s'approprie effectivement cette initiative, parce qu'il y a déjà des voix de la société civile qui contestent un peu, qui sont sceptiques vis-à-vis de cette force régionale, pour amener la société civile à pouvoir collaborer, il faut qu'il y ait de la transparence dans justement cette opération, cet accord, à fonction duquel la force régionale va pouvoir opérer. Et cela implique effectivement qu'il y ait également, qu'on donne la possibilité à ce qu'il y ait contrôle citoyen de ce qui sera en train de se faire, qu'il y ait un cadre d'évaluation, n'est-ce pas, régulière des différentes opérations qui seront menées, et que, effectivement, les acteurs qui vont mettre en application cette opération, ces opérations militaires, puissent en fait être émus, être guidés par l'obligation des résultats, que à chaque fois on fasse une évaluation correcte de ce qui est en train de se faire, en tenant compte évidemment du fait qu'il faudra respecter aussi certaines normes, certaines valeurs sur base desquelles la communauté internationale et autour de laquelle la communauté internationale est unie. Je fais allusion notamment au respect des droits de l'homme, mais aussi une autre dimension importante, c'est que au moment où cette force, toujours dans le cadre de la capitalisation, n'est-ce pas, de ces initiatives, c'est qu'il faudrait également aussi, en même temps que l'on sera en train de traquer les groupes armés étrangers nationaux, que l'on mette sur pied un mécanisme permettant effectivement une bonne prise en charge de ces combattants qui auront décidé effectivement de pouvoir renoncer à la violence. Mais cela ne suffirait pas, il faudra-t-il encore que l'on initie aussi des dialogues intercommunautaires, parce que sans approche communautaire aussi, il est clair qu'on pourrait assister, au cours les risques d'assister à ce qu'on a connu au début de l'état de siège, où on voyait certains miliciens, n'est-ce pas, se déguiser, se dissimuler dans la communauté, et après répondre, n'est-ce pas, les violences après. Donc, il y a un travail en amont et en aval qui doit être fait pour qu'effectivement, ces initiatives que la communauté internationale essaie de prendre produisent des résultats escomptés, sans oublier aussi évidemment la possibilité de voir les différents chefs d'État de la région se parler franchement entre eux aussi. Parce que je crois que parce qu'il faut prendre en fait ce qui se passe dans la sous-région, à l'est de la RDC, comme étant en fait un ensemble de problèmes ou un monstre qui a plusieurs têtes. Et il faut, outre la solution, l'approche globale, sous-régionale qu'il faut pouvoir implémenter, faire en sorte que l'on tienne, qu'on adopte aussi des solutions sectorielles qui permettraient de toucher chaque problème, et c'est en mettant le tout ensemble qu'on peut voir effectivement cette présence et aider la RDC à retrouver tant soit fait le chemin de la pacification. Et Laura, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, on va prendre aussi très rapidement pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Kisangani. Moi, c'est Henri Kassongo Moulenda depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Toutes ces initiatives ne seront louables que lorsque nous verrons nos compatriotes de l'Est vivre dans la quiétude. Mais je condamne plutôt un long silence des États-Unis et certains pays occidentaux qui ne croyaient pas à l'appui du M23 par le Rwanda. À l'heure actuelle, moi je pense qu'il est important pour notre gouvernement de mettre des moyens nécessaires à la disposition de nos forces armées et de ne faire confiance qu'à notre armée. Eliora, réaction. Merci beaucoup pour la réaction. Je pense que c'est une option. C'est une option de dire que la confiance principale et les moyens principaux sont avec l'armée, avec les FARDC. Ça n'empêche que je pense la raison pour laquelle le gouvernement congolais a demandé les condamnations de la part d'autres pays, c'était pas forcément parce qu'il cherchait une intervention. C'est peut-être parce qu'il cherchait aussi à mettre une pression diplomatique sur le Rwanda et leur demander d'arrêter leur soutien au M23, ce qui voulait pas dire forcément que ces pays allaient soutenir la RDC militairement ou directement dans l'intervention. Dans tous les cas, comme vous l'avez mentionné, ils ont omis de le faire ou ils l'ont fait très tard dans le cas des États-Unis jusqu'à maintenant.
Sur la question de est-ce que la RDC peut se battre seule, je pense que je vous rejoins et je rejoins aussi le commentaire qui a été fait avant, c'est que l'allié le plus inaliénable de la RDC semble ne pas être un autre pays que elle-même, mais ça ne change pas le fait que sur le conflit qui est actuellement en cours, il y a des pays étrangers qui sont impliqués. On a vu ça par de nombreuses preuves et que les FARDC eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas les moyens de la part du gouvernement pour pouvoir les combattre adéquatement. Et c'est là où je pense qu'on se rejoint tous en disant que la réforme du secteur de sécurité, la réforme de l'armée doit être complète et doit permettre à l'armée de faire face à l'ennemi. Par contre, je pense que là où ça devient plus compliqué, c'est que c'est un processus qui met du temps, qui demande des moyens, qui demande une implication totale et qui peut-être n'aboutira pas à temps pour faire face à la menace des M23. Donc je pense que même si ça c'est la bonne solution, disons, est-ce que on peut mettre en œuvre cette solution assez rapidement en évitant la souffrance humaine et les déplacements que la population est en train de souffrir à cause de l'avancée des M23. Il y a une autre réaction de Michel qui nous écrit depuis la commune de Ngaliema qui demande pourquoi on ne parle pas de l'Ouganda alors que ce pays appuie aussi le M23. Eliora. Je pense que c'est une très très bonne question et en tout cas c'est une que personnellement je me pose aussi. Des pistes qu'on peut avoir, c'est que d'un côté, l'implication du Rwanda a été plus clairement démontrée en termes du nombre de preuves et de l'intensité de ces faits assez accablants d'avoir vu des soldats, d'avoir des photos, d'avoir etc. Sont plus lisibles. Je pense que aussi il y a cette généalogie, n'est-ce pas, avec le CNDP et les M23 qui les lie directement au gouvernement rwandais. Donc la connexion est peut-être plus facile pour les personnes dans le gouvernement d'indexer le Rwanda. Par contre, je pense qu'il y a suffisamment de preuves qui indiquent qu'il faudrait qu'on en parle. Notamment le baromètre sécuritaire du Kivu a contacté des personnes qui habitaient à proximité de Bunagana au niveau de la frontière et qui avaient dit s'être croisés avec des soldats ougandais. On sait aussi qu'au moment de la prise de Bunagana, les M23 étaient arrivés par l'Ouganda et on a de nombreuses indications qui vont dans ce sens-là. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut pas oublier aussi la position diplomatique des deux pays, l'un face à l'autre actuellement, où la RDC est dans un engagement militaire avec l'Ouganda. Les Ougandais sont là dans le cadre de l'opération Shuja pour faire face aux ADF à Beni et en Irumu, et je pense que de faire un revirement à ce niveau-là, même si c'est possible, mais de faire un revirement et pour le gouvernement congolais d'indexer l'Ouganda, ça impliquerait évidemment de aussi demander à ces troupes-là de se retirer, alors qu'elles devraient aussi faire partie de l'EAC. Donc voilà, je pense que vous avez raison de poser cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres pistes de solutions, mais je pense que voilà la position diplomatique de base des deux pays, l'un face à l'autre, peut être un élément d'explication. Une dernière question avant de nous séparer. Pensez-vous que avec cet appel des États-Unis qui demande à l'armée rwandaise de cesser tout soutien à la rébellion du M23, les autres pays, Eliora, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'on l'a perdu. Professeur Alphonse Maindo, avec cet appel des États-Unis qui demande à l'armée rwandaise de cesser tout soutien à la rébellion du M23 pourrait pousser les autres pays à emboîter le pas. Bon, je pense que il y a beaucoup de pays l'ont déjà dit. Hein. La Belgique l'a dit, l'Union européenne a dit, et l'Union européenne est allée même plus loin en disant que il soutient la position du gouvernement congolais de ne pas de ne pas négocier, de ne pas réintégrer encore des criminels, des gens qui ont fait plusieurs fois des rébellions, donc de ne pas reprendre les gens encore dans l'armée nationale. Donc, il y a plusieurs pays qui ont déjà condamné ça. Donc, mais simplement... Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une mobilisation un peu comme celle qu'on voit pour l'Ukraine, par exemple? Non. Ça, il faut pas rêver. On n'arrivera pas à ça. Puisque quand vous lisez, même, je l'ai dit tantôt, quand vous écoutez les communiqués qui sont faits, que ce soit la Belgique ou les États-Unis, on est presque en train de nous mettre sous le même pied d'égalité avec le Rwanda, en nous reprochant d'utiliser les FDLR contre le Rwanda et aux Rwandais d'utiliser les M23 contre nous. Mais ce qui n'est pas le cas pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, si on voit l'Occident, tout le bloc occidental, c'est unanime, c'est l'Ukraine la victime, c'est l'Ukraine qui est occupée, la Russie doit partir. C'est à ça que nous devons arriver.
Je crois qu'on a perdu aussi le prof Maindo, professeur Augustin Mouessi, votre conclusion sur la mobilisation, comment pousser tous ces pays occidentaux à parler un même langage, à condamner fermement le Rwanda pour que finalement ce pays cesse de soutenir la rébellion du M23. Il faut un travail diplomatique conséquent comme ce qui a été fait. Mais le seul travail diplomatique ne suffira pas. Je crois que, au regard de ce que la communauté internationale propose à la RDC, il lui appartient de faire un travail stratégique pour voir comment capitaliser effectivement ces initiatives de la communauté internationale et par exemple se dire qu'est-ce que nous devons faire très rapidement sur le plan militaire, comment faire en sorte que la force régionale soit réellement utilisée et comment faire en sorte que nous, au niveau de la RDC, nous ne soyons pas un obstacle à la réussite de la mission de la force régionale. J'estime que l'arrivée de cette mobilisation en fait au niveau international et sous-régional, c'est une opportunité que la RDC peut essayer de capitaliser en essayant de faire correctement une analyse sorte pour voir quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces et essayer de mettre en action, n'est-ce pas, toute une série de politiques pouvant permettre à la communauté internationale d'avoir un peu plus de confiance à la RDC, mais aussi d'essayer d'arranger certaines questions qui ont toujours servi parfois d'obstacle à la réussite des missions de paix en RDC. Merci, professeur Augustin Mouessi. Eliora Entler, en 30 secondes, votre conclusion. Les solutions à la crise sont militaires et politiques selon certains observateurs. Bandeko, tolandi biso nyonso. Moko zopesa n'a pas si peu mawa. Le Kenya a annoncé le mercredi 2 novembre le déploiement de ses militaires pour pacifier l'Est en RDC, aux rébellions et aux groupes armés. Ce déploiement a été approuvé en juin dernier, ici du sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le président kenyan William Ruto se juge contre les groupes armés et selon lui, entrave le développement économique à travers la région. De leur côté, les États-Unis d'Amérique, pour la première fois, a appelé clairement l'armée rwandaise de cesser de tout soutien à la rébellion de M23. L'administration américaine, par la voix de son représentant alternatif pour les affaires politiques sociales, Robert Wood, a lancé cet appel lors de la réunion du Conseil de sécurité le mercredi 26 octobre dernier à New York. Cette rencontre portait sur la situation sécuritaire dans la région du Grand Lac. Mardi 1er novembre, le chef des droits de l'homme de l'ONU turc a appelé à la d'escalade de violence dans l'est de la RDC, devenu le théâtre de combat entre FARDC et M23. Depuis la reprise des accrochages, les forces doualistes rebelles, environ 50 000 ont abandonné leurs milliers de vies dans cette partie de la RDC. Bandeko, yangwara ba question ba tuni ba initiative nini, la dame Oboyo Kiwana Enzle na Augustin Mouessi, professeur sciences politiques à l'université, et puis Alphonse, professeur en sciences politiques de l'université de Sobo. Bandeko, ezo salama, tolandi biso nyonso. Professeur alobi, madame alobi, moi je parle, mais azolo ba ke capacité. Il y a faire des seba, biso l'équipe ba mona batu. Pourquoi tu okokati? Et puis bazoba ke biso fa de cette année équipement penati. Mais ngande bazolo makamuswana na nga contre. Ouais, bien aussi, ezala ngo débat. O bamba olo ba bien, mais wa mabe biso peto boaki. Alors, biso to tia muti, oyi ba ndeko batuni ba question na suka. To tia muti mana fa de seba bomsa armée. Batwana mususu wana. Oh bo ndega armée kenezo esa mabete. Mais to bon sande armée na biso moko poto soutenir mboka na biso. Batwana ata baye après ba ok na ba. Armée kenyane bandimi koya. Mais boyoki problème national route nationale 2 oyo bango ba rebelle ba bloquer ikuna likolo.
ndeni boko déployer ba force ko keti bunagana. Alors makambo ezebele farde savon ke banzela mususu pora kokatela ba. Alors match bitumbeza nango ngana wa confiance ya FARDC ndeko place oza zana confiance armée na yo toko gagne guerre oyo bato nyonso bazo sala biso nde totelema mpona mboka. Ça c'est notre pays. Alors tolandi débat wana so ozolanda makambo ebele ndenge ezolobama ezopesa mpe baide toyeba ndeni te ko avance makambo so balobi eza ya bien makambo so epesi mpe biso mayele ozomona. Alors bango États-Unis nde tolandaki professeur wana alobaki États-Unis bozaka olobi botika ba bino so bobengi bona telefone nde bobengi na 2012 eloni ezozanga manque de volonté. Alors manque de volonté wana nde yango nde biso tokoma na problème bandeko totelema mpona mboka oyo balobaka dégage bato oyo basali biso eza mawa to mais bendele koya te il faut tolonga match otina suka bango mpe bayoka makambo na bango. Alors bandeko na ngai tolandi biso nyonso toyoki ekomi temps oyo biso totelema mpona mboka zwa ya bien eza débat toza na pays démocratique muta aloba opinion na ye mais biso nde topesa bacommentaire mpo kaka babongisa arme nde ndeko wana suka alobi arme kenyan bakoya eza ngo problème te mais biso ndi bakonzi ndenge président Fachi alobaki na discours recrutement bajeune bosasa bagroupe boyeba d'infiltrer tout ça. Donc c'est ça. Alors bandeko tokolonga bitumba ko tokoma tina suka tokobenga na monguna. Alors bandeko tokontinue tolandi biso nyonso débat commentaire mingi ate wana tika ngona bino bo continuer ko s'abonner massivement na Congo News 24 pena RD Congo Basango ba chaîne absolument s'abonner massivement partager. Au revoir, à la prochaine.